mujeres activistas que luchan por nuestros derechos. Actuel, les voix du féminisme, à voir sur France 24 et france24.com. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bienvenue à vous. Tout le monde est au pied du géant, les puissants comme les autres. Le perfide virus s'en va même sur l'Olympe pour contaminer Jupiter. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid après quelques légers symptômes et restera confiné 7 jours. Les fins limiers de la presse tentent de savoir comment il aurait été contaminé en épluchant son agenda officiel. Mais c'est peine perdue. Le virus n'envoie pas de communiqué pour revendiquer son attaque contre la glorieuse personne du président. Cependant, on va tenter de répondre à quelques questions que nous nous posons tous. Comment gérer un pays en étant confiné? Le président a-t-il été imprudent en organisant des déjeuners puis des dîners où ils étaient plus de 10 alors que le gouvernement a demandé aux Français de ne pas être plus de 6 à table? Et puis dans cette émission, nous parlerons bien sûr de la stratégie vaccinale présentée hier par le Premier ministre. Je salue nos invités, Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate.fr, ancien directeur du Monde, Virginie Leguet de Paris Match et Véronique Reissoult, présidente de Dansu Consulting. Bonsoir à tous. Véronique, je vous pose la première question, je me tourne vers vous. Comment ont réagi une partie des Français sur les réseaux à cette contraction par le président du virus? Évidemment, beaucoup de réactions. C'était l'actualité de la journée. Beaucoup de railleries, en fait, pour tout vous dire. Les uns et les autres, une fois les fêtes de surprise passées, ont plutôt moqué la situation, avec beaucoup de parallèles sur le fait que, bien dans le fond, ce dîner où il aurait contracté le virus était un dîner à plus de 6. Donc beaucoup de remarques sur le fait que, voilà, ils étaient plus de 6 et qu'ils ne respectent pas forcément les fameuses recommandations que le gouvernement nous préconise. Et puis les uns et les autres s'amusent de la situation. Pour le moment, c'est la première journée, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Mais la première réaction, c'est beaucoup de volume et beaucoup de railleries. Un président confiné, on imagine qu'Emmanuel Macron sera opérationnel, si bien sûr son état ne s'aggrave pas. Jean-Marie, son cerveau continue de fonctionner. Oui, d'ailleurs, on a déjà eu une première expérience, puisqu'il y a eu un premier confinement il y a quelques mois. Et dans le premier confinement, tout se passait en télétravail et d'une certaine façon à l'isolement. Donc pour Emmanuel Macron, il va continuer à diriger, continuer à présider, simplement entre les 4 murs de son palais de l'Élysée, à relier au reste du gouvernement. D'ailleurs, il y a un conseil des ministres prévu lundi qui sera en télétravail de la même façon. Donc il faut évidemment lui souhaiter que ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de symptômes plus importants qui empêcheraient pour le coup à ce moment-là, qui atténueraient ou ralentiraient son activité. Il y a déjà eu au sein du gouvernement un cas de figure de cette nature, puisque quand Bruno Le Maire est tombé malade, il a eu exactement à faire face à la même situation. Il a continué, tout en étant isolé, de piloter son ministère et les aides qu'il fallait débloquer pour l'économie. Donc pour le moment, ça ne change rien, sinon qu'on se retrouve dans le cas de figure qui était celui d'il y a quelques mois, comme si à nouveau le confinement était très rigoureux et très strict. Donc Emmanuel Macron est confiné et peut continuer malgré tout de présider en l'état actuel de ce que nous savons, puisqu'on ne nous parle que de légers symptômes. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Alors forcément, les journalistes sont allés regarder, je vous le disais, son agenda officiel, des déplacements, des déjeuners, des dîners, un conseil européen, un dîner hier soir avec les ténors de la majorité, une dizaine de personnes, mardi avec les chefs de groupe à l'Assemblée nationale. Il peut l'avoir attrapé de 1000 façons, on ne trouvera jamais. Mais la question que l'on peut se poser, dans le fond, c'est savoir si nos dirigeants s'appliquent à eux-mêmes les recommandations qu'ils font aux Français. Virginie, je vous propose d'écouter ce merveilleux sonore, comme on dit dans notre jargon, de Monsieur Ferrand, Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée nationale. C'était en octobre. Vous l'écoutez et vous réagissez. Si vous, Madame Bécard, vous, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné,
nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche qu'en effet, eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. Et donc, nous devons chacun, pour les autres et pour nous-mêmes, être en très très grande vigilance. Et ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Alors Virginie, comme disent les enfants, c'est celui qui dit qui est? Oui, alors évidemment, jamais, je pense, Richard Ferrand ne pensait qu'il s'adresserait sur ce ton au président de la République. Il s'adresse aux Français qui, depuis des mois, entendent des recommandations extrêmement sévères et extrêmement strictes et parfois assez culpabilisantes. Le président de la République, c'est vrai, a un agenda très chargé, des déplacements nombreux, il croise énormément de gens. Et là, je vois depuis quelques heures toutes les images qui circulent sur les déplacements de ces derniers jours, sur les gestes tactiles qu'il a quand il rencontre son interlocuteur, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est plutôt coutumier de gestes assez tactiles. J'entends aussi tous ces défenseurs qui disent que lorsqu'ils se retrouvent à déjeuner ou à dîner, ils sont dans des très grandes pièces, très hautes de plafond et éloignés les uns des autres. On voit bien que l'Élysée cherche à éviter le piège qui consisterait à dire vous demandez aux autres des efforts que vous ne faites pas chez vous, et que finalement le président de la République est un contre-exemple. Je ne saurais pas le dire, on verra bien dans les jours qui viennent le nombre de personnes qui peut-être seront contaminées à l'Élysée ou de personnes qui auront été contaminées lors de ces déplacements de ces derniers jours, parce que je tiens quand même à dire que ce n'est pas le dîner d'hier, il était déjà contaminé lors du dîner d'hier, donc il a dû être contaminé il y a quelques jours, le temps que les signes apparaissent, c'est-à-dire ce matin, si j'ai bien compris. Donc l'origine de sa transmission, elle remonte probablement au début de la semaine ou au week-end, enfin je ne sais pas. En tout cas, oui, je pense qu'il va y avoir des fins limiers qui vont se lancer sur la trace. Je ne sais pas si on n'aura jamais la réponse, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron se retrouve, j'allais dire, pas pris à son propre jeu, mais pris en défaut de vigilance, pour reprendre les mots de Richard Ferrand. Oui. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il participait mardi au dîner des chefs de la majorité à l'Élysée. Bon, il dit qu'il était en bout de table comme à la place du pauvre, donc il ne se sent pas concerné. Je vous propose de l'écouter. Voir à l'instant l'attaché parlementaire du président de la République qui m'a rassuré, je ne suis pas cas contact. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas cas contact, enfin bon, il était quand même à ce déjeuner en tout cas. Véronique Reissoult, est-ce que cette séquence-là, un président qui attrape le coronavirus, bon, à la fois ça l'humanise parce que c'est pas le Dieu protégé sur sa montagne à qui il n'arrive rien, il est humain, forcément humain, comme dirait l'autre. Mais d'un autre côté, ça peut donner aussi le sentiment qu'il a été imprudent et surtout qu'il demande des efforts aux Français de distanciation et en l'occurrence, il ne se l'applique pas à lui-même. Donc comment créer la confiance en fait? C'est surtout dans l'opinion en fait. En fait, le sujet, c'est qu'on est dans cette période de défiance, et on en parlera sans doute autour du vaccin. Là, l'épisode, il a deux incidences. Le premier, peut-être qu'il n'a pas respecté les gestes, nous verrons bien, et on va dire que le premier réflexe était de dire donc qu'il demande des choses qu'on n'applique pas. Mais admettons qu'il ait respecté la totalité des gestes, ce qu'on va présupposer, ça renvoie aussi quelque chose et donc les gestes ne nous protègent donc pas tant que ça. Et donc le deuxième effet, c'est que c'est pas tant en sa personne qu'on n'aura pas confiance, mais ça finit par poser des questions aux uns aux autres sur, dans le fond, c'est un peu inéluctable, et donc on va avoir une forme de remise en question par beaucoup sur, on fait beaucoup d'efforts pour les fêtes à venir, les uns et les autres s'organisent pour essayer de faire en sorte que les fêtes se passent au mieux, en respectant au mieux les gestes, mais si dans le fond ça ne protège pas même le président de la République, l'homme le plus protégé de France normalement, alors à quoi bon? Ça c'est un deuxième effet qui n'est pas tant sur le président que globalement sur le comportement que les Français pourraient adopter. Oui, est-ce que ça pose la confiance dans nos dirigeants qui se posent, hein, tout se joue en vérité dans la confiance dans ces moments-là. Comment on la crée, qu'on la recrée, Véronique?
Le seul moyen de vraiment recréer de la confiance avec cet épisode, ça va être la transparence. Partager l'information qu'il est évidemment, qu'il a été testé positif, mais essayer d'expliquer et de partager au mieux l'information, et surtout de partager quelque chose que nous avons tous et qui est très compliqué à comprendre et à accepter, qui est, en réalité, nous vivons dans une forme d'incertitude. Il n'est pas possible de donner aujourd'hui la réalité de la date de sortie. Il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Si le président de la République lui-même est transparent et explique que lui aussi, il ne sait pas forcément tout, mais qu'il applique au mieux et qu'il est entouré, ça peut donner une forme de confiance. Donc c'est un sujet de transparence, de sincérité, de partage de l'information et de partage de cette forme d'incertitude qui, dans le fond, peut recréer de la confiance. Oui. Jean-Marie, vous avez connu des époques où, lorsque les présidents de la République étaient malades, eh bien, on ne le savait pas. On pense à, bien sûr, Pompidou. Et aussi, tout plus près, à François Mitterrand. On l'a su plus tard, mais tout au début de son quinquennat, personne ne savait qu'il était malade. Aujourd'hui, la transparence est le maître mot en politique. On communique, on surcommunique pour rassurer. On surcommunique, mais c'est vrai que c'est un enjeu. La transparence elle était inexistante au tout début de la Ve République, et l'exemple que vous avez rappelé, c'est de la mort de Georges Pompidou, qui a stupéfait le pays, parce qu'on avait indiqué que Georges Pompidou avait des maladies au fond bénignes, des épisodes bénins, et on le voyait bien à l'image, notamment lorsqu'il va à Reykjavik. Quand il descend d'avion, tout le monde prend conscience que là, il est plutôt gravement malade. Et tout ça, c'était entouré d'un silence absolu. Donc, c'était la raison d'État qui régnait en maître, si j'ose dire. François Mitterrand, ça a été un petit peu la même chose, quoique différent. François Mitterrand, au début de son premier septennat, avait quand même assez bien caché les choses, au point de tellement bien les cacher qu'il a été réélu en 1988 sans coup férir. Et il n'a déclaré sa maladie qui datait de 1981. Il ne l'a déclaré qu'en 10 ans plus tard, en 1991. Il avait eu entre-temps une longue rémission, mais toujours avec des conditions de communication qui étaient très contrôlées et qui étaient contredites la plupart du temps par d'autres observations qui laissaient penser que, mais toujours avec des démentis officiels qui étaient fermes et définitifs pour finalement nous montrer que François Mitterrand avait été gravement atteint. Mais une fois qu'il a eu déclaré cette maladie, qu'il a été opéré, ainsi de suite, sont venues les élections de 93. Et avec les élections de 93, une nouvelle cohabitation. Et de 93 à 95, qui est une période où François Mitterrand souffre énormément et où il s'affaiblit énormément à vue d'œil, il doit le fait d'être resté président à Édouard Balladur, Premier ministre, qui par raison d'État précisément a fait comme si le président était encore en situation d'exercer la totalité de ses pouvoirs. Et donc il faut avoir en tête que si un président tombe gravement malade, c'est au Conseil constitutionnel de décider si oui ou non il peut être empêché pour des raisons de maladie, mais le Conseil constitutionnel est saisi par le gouvernement. Donc voilà la procédure. Et en l'espèce, s'agissant de François Mitterrand, Édouard Balladur n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel et a permis à François Mitterrand de terminer son mandat. Rappelez-vous, il est mort une année plus tard. Ouais. Virginie, j'imagine que l'on va voir dans quelques heures, peut-être, un Emmanuel Macron qui est confiné avec son ordinateur et qui finit ses visioconférences. Il y a l'obligation, en quelque sorte, de montrer qu'il va bien, qu'il travaille, qu'il est à l'Élysée, certes confiné, mais que son cerveau fonctionne et que l'État est encore géré. Cette image, elle va s'imposer dans les heures qui viennent, j'imagine. Et après, on posera la question à Véronique. Oui, bien sûr, il va falloir rassurer les Français. Je voulais aussi signaler qu'au moment même où l'on apprend qu'Emmanuel Macron est positif, sortent les premiers éléments de l'enquête réalisée par l'Institut Pasteur, qui indique de façon très claire que les lieux de contamination sont bien évidemment les repas, les lieux essentiels de contamination sont les repas et les rassemblements privés. Donc on voit bien que Emmanuel Macron, qui a multiplié les déjeuners et les dîners, comme il le fait d'ailleurs tout le temps à l'Élysée ou en déplacement avec des convives qui dépassaient largement la jauge des 6%, des 6 convives, et durant des périodes qui duraient longtemps, on voit bien qu'il a pris malgré tout, qu'il le veuille ou non,
toujours des risques. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est positif. Donc, on voit aussi que peut-être la maladie d'Emmanuel Macron, à quelques jours des rassemblements de Noël, peut avoir une vertu pédagogique sur les Français qui peuvent se dire « Eh ben, je vais peut-être faire plus attention que ce que je pensais encore ». Ouais. Véronique, pour compléter ce que dit Virginie, donc un président qui va se mettre à un moment ou un autre et très rapidement en scène. Ah bah oui. Il va falloir que l'on voit effectivement qu'il va bien. Il va falloir rassurer les Français sur le fait qu'il est toujours là et qu'il est en train de travailler. Donc les images seront importantes. D'autant que ça n'est pas le premier chef d'État qui a été testé positif. Et on a vu qu'à chaque fois, il y avait plusieurs enjeux qui souvent ont fait monter la cote de popularité, d'ailleurs, paradoxalement, de ces dirigeants. Et le sujet, il est de montrer est-ce qu'il est plus fort que la maladie. Dans le fond, ça a été le cas, par exemple, pour Trump, qui a montré qu'il était plus fort et il en a plutôt bénéficié. Je ne pense pas que Emmanuel Macron partira dans une logique de fanfaronnade, mais la réalité, c'est que les Français ont besoin d'être rassurés et de se dire est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est en état de gouverner. Donc il va falloir qu'il y ait des images ou des messages qui rassurent les uns et les autres. Et puis aussi de voir est-ce que finalement il suit aussi un protocole, comment est-ce qu'il est soigné. Ça va être une question qui va très vite revenir. Est-ce que s'il va bien, il a suivi un traitement particulier. Et puis surtout, est-ce que il est fort, il est puissant, parce que dans l'imaginaire de chacun, il y a cette notion-là du dirigeant qui doit être peut-être plus fort que nous tous, quoi. Oui, plus fort et aussi humain, trop humain. Les chefs d'État qui ont eu le Covid, alors vous le disiez, l'anglais Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro, bon, malheureusement, on dira que le virus a attaqué, on va dire, ces chefs d'État populistes, ou en tout cas dit comme tel, et qui ne croyaient pas au virus. Ce n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron. Et on a vu que tous ont mis, comme vous le rappeliez Véronique, ont mis en scène leur retour de l'hôpital, que ce soit Johnson, qui a été très gravement touché, ou Trump, dont on avait l'impression qu'il revenait du Vietnam en rentrant de l'hôpital, en bombant le torse. Ce n'est pas le style du président français, mais forcément à un moment ou un autre aussi, eh bien, le président devra-t-il faire une action? Est-ce que ça va ajouter en quelque sorte des arguments voilà, j'ai eu cette maladie, je sais ce que ça fait. On se souvient que Bruno Le Maire avait expliqué ce qu'il avait ressenti. Le fait que le président Jean-Marie ait cette maladie, ça lui donne en quelque sorte un atout, oui, un atout, parce qu'il a affronté le monstre aussi. Ou pas? Un atout, disons que en règle générale, ce genre d'épisode ramène un petit peu de sympathie autour de celui qui est atteint. Je me souviens que Raymond Barre, par exemple, qui avait été un Premier ministre très impopulaire, avait été brièvement populaire parce qu'il avait été hospitalisé au Val-de-Grâce et il avait subi une intervention au Val-de-Grâce. Donc c'est un phénomène assez classique. Cela dit, vous faisiez référence à tous ceux qui sont passés par là, notamment Donald Trump. Il n'y a évidemment rien à voir entre la façon dont Donald Trump méprisait ouvertement les consignes de mise à distance et les consignes de port de masque, ainsi de suite, et Emmanuel Macron qui, objectivement, les respecte. Alors, c'est vrai que par ailleurs, peut-être Emmanuel Macron a-t-il trop multiplié les rencontres trop nombreuses, mais on n'est pas du tout quand même dans le même cas de figure. L'enjeu étant d'ailleurs pour l'Élysée de faire en sorte, on verra si l'Élysée ne comporte pas autant de malades qu'il y en a eu à la Maison-Blanche. Rappelez-vous, à la Maison-Blanche, il y a eu 130 personnes contaminées dans la foulée de Donald Trump. Espérons qu'en l'Élysée, il n'en sera pas de même. Mais le comportement n'est pas le même. En revanche, la nécessité d'une mise en scène de la transparence et de la réalité de l'état de santé du président s'imposera évidemment dans les jours qui viennent. Virginie, avec vous, on va ouvrir le nouveau chapitre, mais qui, en quelque sorte, est, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, non? Je voulais juste dire que Emmanuel Macron est jeune.
qu'il n'est pas en surpoids, contrairement à Donald Trump, et qu'il présente de ce côté-là des facteurs moins risqués que Donald Trump ou même Jair Bolsonaro, qui est plus âgé que lui. Donc Emmanuel Macron a pour lui la jeunesse et visiblement un très bon état physique. Et je voulais dire une autre chose, c'est qu'à l'Élysée, il y a 800 personnes environ, et qu'effectivement, s'il devait y avoir de nombreux malades à l'Élysée, on voit bien comment ça pourrait se multiplier en cercle concentrique assez vite. Oui, c'était bien de rajouter tout cela. Donc, je vous parlais de la stratégie vaccinale qui a été dévoilée donc, hier, mercredi, à l'Assemblée nationale par Jean Castex. Je vous propose de l'écouter. Notre campagne débutera, conformément à cet avis, par les personnes les plus âgées accueillies dans les établissements comme les EHPAD. Cette première phase concerne environ 1 million de personnes. Et cette campagne, mesdames et messieurs les députés, va débuter dans les tout prochains jours, dès que nous aurons eu la décision d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui est attendue le 21 décembre prochain. Jean-Marie Colombani, on a vu que l'Europe entière, donc les 27, avaient décidé d'unifier la date de vaccination, tous en même temps, pour montrer qu'ils étaient unifiés. Ils ont aussi acheté les vaccins, ils ont négocié les prix. Alors maintenant, il va falloir attendre l'Agence européenne du médicament, puis la Commission européenne, puis une autre commission, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin bref, a priori, ça devrait arriver fin de la semaine prochaine, la dernière semaine de décembre. Angela Merkel a pressé le pas un peu à l'Union européenne. Elle leur a dit Schnell, un peu, dépêchez-vous. On a un peu du retard par rapport aux Anglais. Le fait d'être unis dans cette vaccination, c'est on va dire, est-ce que c'est une prouesse pour l'Europe à qui on reprochait de ne pas faire les choses justement d'une manière groupée et ensemble? Alors, il faut toujours rappeler que la santé n'est pas une prérogative de l'Union européenne. La santé, c'est un domaine qui est géré par les nations, par chaque gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas se saisir de compétences qu'elle n'a pas. Mais l'exemple du premier confinement, où tout était parti en ordre totalement dispersé, avec des frictions entre tel et tel pays à certaines occasions, notamment pour l'approvisionnement en masques, a conduit les Européens et la Commission à réagir, et à réagir dans le bon sens, puisque c'est la Commission et c'est l'Union européenne donc, qui a acheté les stocks de vaccins pour ensuite les redistribuer, ou en tout état de cause, qui permettent, j'allais dire, d'avoir de meilleurs prix, puisque les achats sont évidemment beaucoup plus conséquents à l'échelle de 450 millions d'habitants plutôt qu'à l'échelle d'un seul pays. Et donc, de ce point de vue-là, l'Europe a fait tous ses efforts, et on ne peut que se satisfaire de voir que la Commission européenne est aux avant-postes dans ce domaine. Après, tout le monde d'ailleurs a à peu près la même approche, hein. Tout le monde programme les choses à peu près de la même façon, c'est-à-dire d'abord les personnes qui sont en résidence, EHPAD, etc., avec des personnes évidemment particulièrement fragiles, puis les personnes les plus fragiles, puis tout le monde, et avec un calendrier qui va être très étalé dans le temps. Avec probablement aussi quelque chose qui n'est pas encore apparent, mais parce qu'au point de départ, dans un pays comme le nôtre, qui est si méfiant vis-à-vis des vaccins, tout le monde se dit « oh là là, il est urgent d'attendre de voir, etc. » Donc là, on a d'ailleurs en plus l'exemple des Britanniques et de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Mais petit à petit, je pense que s'y revient d'ailleurs une troisième vague, comme beaucoup de médecins l'annoncent, je pense que le mouvement vers la vaccination sera beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc le problème auquel on se heurtera, c'est très précisément de savoir si on a suffisamment de vaccins, si les choses se déroulent suffisamment bien, si les problèmes de logistique sont bien réglés. Et là, l'enjeu est absolument majeur, parce que je pense que le pays ne supporterait pas un autre épisode du type de celui des masques, où on se retrouve coincé par des problèmes logistiques. Et donc là, de ce point de vue-là, l'enjeu pour le gouvernement est absolument majeur. C'est une sorte de crash test, grandeur nature, qui va se dérouler avec probablement une demande de vaccination
plus forte que ce qu'on peut anticiper aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les sondages sur le scepticisme d'un certain nombre de nos compatriotes vis-à-vis de la vaccination. Alors, je vous propose d'écouter la réaction de l'épidémiologiste Catherine Hill. C'était ce matin. Et elle, depuis le début, elle critique le gouvernement et sa stratégie. Écoutez-la. Il faudrait faire un dépistage de masse tout en commençant à vacciner. Pour l'instant, on n'a pas le vaccin. On attend la décision de l'Agence européenne du médicament qui a l'air de prendre son temps. Et ces gens-là n'aiment pas être bousculés, ils ne veulent pas prendre des risques, donc ils doivent être en train d'étudier. Les Anglais ont été plus vite et ils ont raison. C'est Boris Johnson qui a décidé de se lancer et je pense qu'il a raison, mais il faut du courage politique, il faut assumer les conséquences. On en manque un peu alors. Et nous, on va avoir l'Agence du médicament, la Haute Autorité de Santé, le comité des vaccinations, etc. Ça va être des usines à gaz. Oui, mais si on n'avait pas cela. Alors, trop prudent la France, Virginie Leguet, mais imaginez que... il y ait des problèmes qu'on découvre, des problèmes de réaction au virus, ne serait-ce que dans quelques mois, on critiquerait la France et l'Union européenne pour s'être précipités. Donc, en fait, on perd quelques jours, mais est-ce si grave en réalité ? C'est pas forcément très grave, parce que même si les vaccins, et notamment le vaccin français, arrivent sur le marché à la fin de l'année 2021, ce qui semble maintenant être annoncé, il y aura tellement de monde à vacciner en France et dans l'ensemble et sur l'ensemble de la planète que de toute façon il faudra des vaccins pour tout le monde, donc il n'y en aura jamais trop. Je voulais aussi dire que malgré tout, oui bien sûr Catherine Hill est toujours très exigeante, très sourcilleuse, très intelligente, très ferme, mais elle dénonce là la lourdeur de l'administration, mais jusqu'à présent les vaccins français qui sont arrivés sur le marché se sont avérés très efficaces. La difficulté des vaccins d'aujourd'hui, c'est que les 2 premiers qui vont arriver chez nous sont des vaccins qu'on appelle des vaccins première génération, ARN messager, sur lesquels on n'a pas beaucoup de recul. Et l'autre difficulté, c'est qu'un certain nombre de représentants de l'exécutif, Emmanuel Macron, Jean Castex et d'autres, et en plus M. Fischer, le monsieur médicament, ont émis quelques réserves en disant qu'on n'avait pas beaucoup de recul, qu'on n'en savait pas lourd. Donc effectivement, la population regarde ces nouveaux vaccins arriver avec un peu de méfiance. Mais il y a fort à parier qu'une fois qu'ils auront franchi les différents barrages, et ça devrait être fait très rapidement, je crois, à partir du 21 décembre, parce qu'une fois que la décision européenne sera prise, vraisemblablement, la décision française sera prise dans la foulée. La première vague ne concernera que les personnes des EHPAD, ceux qui y vivent et le personnel soignant. Et là, je crois que le calcul bénéfice-risque, comme disent les médecins, a été calculé de façon à ce que cette première vague qui s'adressera aux personnes les plus fragiles pourra bénéficier de vaccins sur lesquels on aura un tout petit peu de recul, d'autant que certains pays auront commencé plus tôt, mais c'est surtout que pour eux, il est indispensable d'être vacciné. Donc même avec des vaccins sur lesquels on n'a pas un grand recul, il est indispensable d'être vacciné. Véronique Reissoult, ce seront que le grand public qui pourra être vacciné. Quand je dis le grand public, c'est-à-dire dans un premier temps, ce seront les personnes âgées dans les EHPAD, puis le personnel hospitalier. Les autres, ce sera plutôt fin du printemps, début de l'été. Est-ce que là, il n'y a pas non plus une contradiction, puisque ce qu'on veut, c'est que les gens puissent, la population active puisse retourner travailler. Quand dit une partie de l'opinion que vous pouvez sonder de ces dates-là, est-ce qu'il y a cette méfiance? Est-ce qu'on considère que c'est trop tard? Est-ce qu'on considère que pourquoi ne pas vacciner tout le monde? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? En fait, déjà, ce qu'on a évoqué déjà plusieurs fois, et on voit que le chiffre ne fait que grandir, le nombre de personnes qui aujourd'hui se méfient. Alors, ce ne sont pas des anti-vaccins, c'est que le nombre de personnes qui, pour le moment, disent « je ne me ferai pas vacciner » a plutôt tendance à grandir, parce que la méfiance, le doute et la suspicion grandissent, pour toutes les raisons que Virginie a évoquées tout à l'heure en particulier, mais aussi parce que la difficulté avec la notion d'un vaccin, c'est pour ne pas être malade. C'est pas du
tout la même chose. Bien sûr qu'un médicament, vous êtes malade, vous le prenez, et même si vous n'êtes pas certain qu'il n'a pas des effets secondaires, vous voulez guérir. Le vaccin, vous êtes en bonne santé, on vous dit il va falloir que vous mettiez quelque chose dans votre corps qui va peut-être vous rendre malade. Et c'est ça qui est compliqué. Et quand vous regardez, en fait, la méfiance, elle est sur les gens qui ont peu de risques. Et plus vous avez des risques, plus vous êtes prêt à vous vacciner, et plus vous avez confiance, ou même si vous n'avez pas confiance ou vous avez des doutes, vous vous dites de toutes les façons, je dois impérativement trouver une solution. Donc, pour répondre à votre question, oui, le fait qu'on commence par d'abord vacciner les gens à risque, ça séduit plutôt les Français, parce que ce sont ceux qui ont envie d'être vaccinés, et puis les gens se sentent moins directement concernés et impliqués, et ils se disent, au moment où ça arrivera à moi, eh bien là il y aura le recul, parce que c'est pas parce qu'ils sont anti-vaccins, c'est le manque de recul et la peur d'aller trop vite sur des vaccins qui auraient des effets secondaires qu'on n'aurait pas eu le temps de tester, qui fait que globalement les uns et les autres, quand on leur dit à quel moment vous serez prêts à vous vacciner, eh bien c'est d'ici 3 à 6 mois, donc globalement au moment où on arrivera à la réalité d'une vaccination pour l'ensemble de la population. Jean-Marie, justement, ce recul dont parle Véronique, en vaccinant les personnes âgées, alors faut que je fasse attention à ce que je dis, mais en vaccinant les personnes âgées, c'est pas une façon d'en faire des cobayes, parce que j'ai envie de dire, quand vous avez 85 ans, 90 ans, vous faire vacciner, et s'il y a un pépin dans le vaccin, bon, ce n'est pas si grave que si vous en avez 50, 30 ou 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un peu cynique ma question, mais je vous la pose quand même. Non, mais je pense que tout le monde se rallie à ce timing, c'est-à-dire les personnes en effet les plus à risque, d'abord, qui sont d'abord les personnes dans les EHPAD, évidemment, mais aussi ensuite des personnes à risque qui ont entre 50 et 75 ans, et il y en a beaucoup, ceux qui ont ce que l'on appelle des comorbidités, puis ensuite les personnes différentes. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, je veux dire, le Covid tue beaucoup de monde. En France, on va vers les 60 000 morts. Sur l'ensemble du continent de l'Union européenne, on arrive à un demi-million de morts. Aux États-Unis, regardez les chiffres de morts quotidiens, c'est absolument effrayant. Donc, en regard de cela, le vaccin, c'est évidemment non seulement la seule issue, mais c'est une issue plus que bienvenue. Donc, je pense que ce constat-là sera fait de plus en plus au fur et à mesure qu'avancera la vaccination et qu'avanceront les épisodes de reprise ici ou là de l'épidémie. Et donc, je pense que toutes ces considérations aujourd'hui, pas assez vite, trop vite, mal ciblées ou pas ici, seront d'une certaine façon balayées par la réalité du fait que les gens seront vaccinés de plus en plus nombreux et que ce sera la seule façon pour nous et pour l'ensemble des pays de la planète d'ailleurs de sortir de cette crise sanitaire et donc de sortir un jour de cette crise économique qui suit la crise sanitaire. Oui, alors l'objectif, bien sûr, c'est de désengorger les hôpitaux et puis d'atteindre cette fameuse comment on appelle ça? Aidez-moi. Immunité collective. Immunité collective. Voilà, merci beaucoup. Mais j'ai envie de vous dire, Virginie Leguet, on tue aussi d'une autre façon. On tue l'économie. On voit les jeunes qui vont de plus en plus mal, des décompensations beaucoup chez les jeunes, des tentatives de suicide aussi, des gens qui vont être plus que sur la paille. C'est une autre forme aussi de mort que provoquent les réactions à ce virus, en fait. Oui, à les protections qu'on met en place. Éternel et douloureux dilemme de savoir s'il faut d'abord penser à sauver des vies humaines, quitte à sacrifier l'économie, ou s'il faut absolument préserver l'économie et laisser les gens mourir. La France et l'exécutif s'en targue, a fait le choix de d'abord penser à préserver la santé de son peuple, enfin l'exécutif, et ne cesse de le répéter. Pour autant, on voit bien que ce deuxième confinement, qui a été beaucoup plus léger que le premier, a justement été organisé pour permettre au maximum de gens de retravailler, de repartir dans leur travail, en mettant leurs enfants à l'école, et donc de permettre à une certaine activité économique de reprendre. Et les magasins aujourd'hui sont réouverts, ça n'a pas été sans mal, et tout ça participe de la même logique.
Mais on voit très bien le résultat, c'est que les magasins ont été réouverts et le chiffre de malades a quasiment augmenté, enfin le temps que les incubations se fassent, a quasiment augmenté dans la foulée. Donc c'est un éternel casse-tête. Si on confine toute une population chez elle, c'est sûr que le virus va arrêter de circuler. Si on la laisse de nouveau aller travailler, prendre les transports en commun et se déplacer, comme cela va se passer à Noël, c'est sûr que le virus va recirculer. Mais que faire ? Que faire en attendant effectivement de vacciner le plus largement possible pour essayer de protéger une population. Beaucoup de pays dans le monde sont exactement soumis aux mêmes difficultés. Véronique, les Français comprennent ce dilemme ? Ils l'acceptent plutôt ? Ils le comprennent très bien, c'est d'ailleurs une des raisons. Ils l'acceptent, c'est même une des raisons pour lesquelles les mesures qui sont un peu dures, qui ont été annoncées en particulier pour le 31 et pour Noël, donc pour les fêtes de fin d'année, les Français ont l'intention de s'y plier, les acceptent parce que le dilemme que Virginie décrivait, ils y sont confrontés, ils ont bien compris qu'effectivement, à un moment donné, si on veut que cela s'arrête, il va falloir effectivement qu'il y ait des vaccins et qu'il y ait des solutions, mais c'est aussi le comportement des uns et des autres et le fait de respecter les jauges, le fait de porter un masque à l'intérieur, enfin voilà, qu'il faudra appliquer. Le seul des consignes que les Français ont beaucoup de mal à accepter et où ils disent si je suis très sincère, je ne le fais pas et j'aurais du mal à le faire, c'est porter un masque à l'intérieur en famille pendant ces périodes de fête où là, les Français et même les jeunes sont prêts à faire des tas d'efforts, se dire que pour Noël ils seront moins nombreux, qu'ils vont se tester, qu'ils vont s'organiser. Certains sont même en train de mettre en place des systèmes en se disant je vais me tester et après je m'isole jusqu'au moment où je vais retrouver ma famille. Tout ça, les uns et les autres sont prêts à faire des efforts. Même pour le 31, ils sont prêts à se dire on va faire la fête mais pas plus de 6. Mais par contre, porter un masque à l'intérieur, ça, c'est vraiment un sujet difficile où les uns et les autres disent ça va être vraiment compliqué. Alors, Virginie, soit ou Jean-Marie, je ne sais pas, assez court, parce que c'est la fin de cette émission. Les préconisations du gouvernement, hier, j'entendais Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dire et demander aux Français que le soir de Noël, ils portent des masques. Donc déjà, il y avait un médecin qui voulait envoyer papy et mamie manger de la bûche dans la cuisine. Donc si on leur fiche le masque aussi sur la bouche, autant passer Noël, je ne sais pas, ailleurs ou sur la Lune. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le rôle quand même des gouvernants de dire ce qu'on fait chez soi ? De toute façon, personne ne va rentrer à l'intérieur des domiciles privés. Et il est vrai qu'il est très cruel pour ceux qui vont se retrouver après, parfois avoir été séparés pendant des semaines, de se dire qu'ils vont se retrouver chez eux, masqués. Mais malgré tout, le port du masque a une limite. C'est que pendant le repas, on ne porte pas de masque. Donc, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Pendant le repas de Noël et peut-être pendant l'apéritif qui précédera le repas de Noël, je ne vois pas comment les gens pourront porter un masque et en même temps se nourrir. Donc, le port du masque qui sera relatif si tant est qu'il est appliqué. Moi, je pense qu'il ne sera pas tellement appliqué et que peut-être les uns et les autres s'attacheront à être un peu plus distanciés. Mais je laisse Jean-Marie conclure. Oui, Jean-Marie, concluez. À vous, maître. Mais il faudra, en toute seigneurie. Il faudra de toute façon faire très... Votre seigneurie, à la parole. Il faudra faire très attention. Il faudra faire très attention parce que de toute façon, les médecins nous sont en train de nous programmer ou nous annoncer qu'une troisième vague est possible, ce qui serait évidemment totalement dévastateur. Donc plus on prendra de précautions, mieux ce sera. Et plus tôt on aura les vaccins, mieux ce sera. Absolument. Voilà, merci, formidable. Vous êtes parfait sur le timing, donc merci. Merci à tous d'avoir été même loin. J'espère qu'on se retrouvera à la rentrée en plateau. Merci à Charlotte Urien-Tomaka et merci à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisé. Et je vous dis en 2021. À bientôt.